la question en fait de toute cette tradition, quelle est sa place aujourd'hui et comment elle se transmet, comment elle s'enrichit peut-être aussi. Enfin voilà, vous allez en discuter. On a la chance d'avoir Monsieur Hamon, donc conseiller historique pour la DRAC Occitanie, et qui va être le modérateur, qui va d'abord se présenter. Alors, Jean-Noël Melun ne saurait tarder, il n'est pas dans l'exposition, je ne l'ai pas trouvé dans la cour, donc je ne sais pas, il arrive. En tous les cas, merci M. Hamon de présenter nos différents contributeurs. Et donc, ça va être une forme d'échange. Vous allez évidemment lancer les sujets clés, et puis chacun va pouvoir s'exprimer. Et évidemment, on attend une interaction avec vos questions, vos ressentis, vos expériences diverses et variées. Voilà. Merci. Et voilà. Merci à vous. Bonjour, rebonjour à tous. Alors, en ce qui concerne les présentations, comme vous m'avez demandé, je vais faire dans un genre très très succinct parce que je me suis rendu compte qu'il y avait toute une salle et elle est forte à propos d'introduction. Je reprends. Est-ce qu'on monte? Ah oui, mais on a coupé les haut-parleurs, donc c'est normal. Alors, il faut que je parle plus fort. Donc, je disais qu'en matière de présentation, je ferai très très succinct puisque chacun a pu découvrir une sorte de préambule, de vestibule plutôt, dans lequel justement sont présentés tous les intervenants qui se trouvent ici et même un certain nombre de collecteurs antérieurs. Toutefois, je vous rappelle les noms. Daniel Travier, qu'on ne présente pas ici, que tout le monde ne connaît pas. Alors, Daniel Travier, comment le présenter? À tout seigneur, tout honneur, et je vais même pas trouver les mots, le fondateur du musée, pour le moins, dont la vie a été consacrée à cette œuvre, et dont cette réalisation lui est tendue, je crois pouvoir dire, à 90% probablement. Voilà. Daniel est par ailleurs l'auteur de quelques publications, mais qui ne sont pas trop centrées sur la tradition orale, plutôt naturellement sur la culture matérielle, en collectionneur qu'il était. Nicole Coulon, à ma gauche, dont vous avez vu la présentation en haut, a longuement enquêté au titre de sa thèse dans une commune dont je ne me rappelle plus le nom, Altier, auprès de Marcel Volpillière, sauf erreur, ce qui a donné lieu à une ou deux publications aux éditions du Garaë. Oui, à peu près. J'ai travaillé effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer un couple dans la commune où j'ai habité quelques années, Marcel et Marinette Volpillière. Marcel était un conteur, Marinette était une chanteuse. Donc il y a eu un bouquin qui est sorti au Garaë, effectivement, en 86, sur le répertoire de contes de Marcel Volpillière, et un bouquin qui correspond en fait à une thèse que j'avais présentée avec une amie, et sur la chanson, mais alors là, cette fois-ci du Mont-Lozère. Donc voilà. Pierre Laurence, à ma droite, est déjà intervenu hier. Vous le connaissez tous pour la plupart. Il est l'auteur aussi d'enquêtes, alors plus particulièrement dans la vallée française et la région de Calberte, voilà, me semble-t-il. Tout ça ayant été publié notamment dans une publication un numéro spécial de la revue Cévennes du Parc national des Cévennes. Mais par ailleurs, il a effectué beaucoup d'enquêtes dans le bas pays aussi, on peut dire comme ça, à travers l'Hérault et spécialement autour du hautbois, dont il est musicien. Voilà. Jean-Noël, je ne le présente pas plus, puisqu'il s'était également, enfin tout le monde le connaît ici pratiquement, je ne saurais que dire, si ce n'est que la masse de ses publications, pour le coup, sur le sujet est abondante, pour cause, c'était son métier. Il a tout de même été recruté au CNRS dès les années 1980. Alors on citera, parmi d'autres, mais vous les avez vus en haut, le temps Sévenol, voyons, en vrac, aide-moi. Oui, le petit volume de la collection du Musée des Arts et Traditions Populaires qui s'appelait Contes et comment c'était ? Ah oui, la collection. Gallimard. Voilà, Gallimard. Voilà, et puis d'autres travaux sur d'autres thématiques comme le taureau en Languedoc. Voilà, et enfin,
Marion Lyonnais, qui, elle, n'est pas présentée en haut, pour cause, elle est l'auteur de l'exposition. C'est d'ailleurs un paradoxe que les auteurs, dans ces cas-là, n'apparaissent pas, mais enfin bon, elle n'est pas collectrice de la tradition orale. Alors Marion Lyonnais s'est illustrée par différentes expositions ou expositions permanentes. Vous compléterez, Marion, parce que je n'ai pas la liste entière en tête. La principale, peut-être, étant spécialement ce musée dans lequel vous vous trouvez, dont, à mon point de vue, la réalisation est d'ailleurs à la fois discrète, soignée et plaisante. Enfin, je vous laisse en juger pour ceux qui ne connaissent pas déjà l'établissement. Et naturellement, je vous recommande de vous distraire une petite heure à un moment donné dans l'après-midi pour aller découvrir cette exposition permanente. Donc Marion a fait le musée ici. Elle a par ailleurs fait donc l'exposition temporaire qui est en haut. Simultanément, est présentée, en ce moment même à Toulouse, au Muséum, une exposition intitulée Magie et sorcellerie. Voilà. Précédemment, une exposition au Musée des Confluences à Lyon sur les poisons, je crois que c'était l'intitulé. Vénénum. Pardon ? Vénénum. Vénénum, voilà. Vénénum. Alors tout le monde ne tarit pas d'éloges, je dois le dire, sur ces expositions qui ont fait date. J'en oublie probablement un certain nombre. Vous travaillez à l'heure actuelle, m'a-t-on dit, sur... En ce moment, je réalise un musée d'archéologie sur le site d'Ansérune, à côté de Béziers. Voilà. C'est un oppidum et c'est un site du Centre des Monuments Nationaux. Et c'est un petit musée des années 30 qu'on est en train de tout refaire, en fait, avec des collections qui ont été trouvées sur le site même des vestiges archéologiques de l'oppidum. Voilà. Et ça va ouvrir au printemps. Mais là, nous sommes en train de mettre les collections. Ça y est, les premiers objets sont rentrés dans le musée. Voilà, nous sommes en train de finir les vitrines. Et voilà. Voilà. Bon. Après, il y a Magie, oui, qui est une exposition importante, qui est en fait une co-production entre le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse et le Musée des Confluences, et qui va avoir un volet beaucoup plus grand, puisque la salle du Musée des Confluences est beaucoup plus grande, avec beaucoup plus de collections au Musée des Confluences en avril. Voilà. Bon, alors, s'agissant de l'exposition proprement dite, Marion risquerait d'être accablée de questions, ce qu'elle ne souhaite pas forcément immédiatement. Cependant, il faut que s'instaure naturellement un dialogue à la fois entre nous et puis surtout avec vous. Et pour ne pas rentrer trop directement dans des appréciations, des sentences, des questions à l'adresse de Marion, je vous propose un premier détour consistant à resituer cette exposition dans un contexte très large, celui des expositions en général à travers les musées ethnographiques sur cette question de la tradition orale. Somme toute, je crois qu'on peut pouvoir dire que, bien évidemment, il y en a eu très très peu. Alors on se demandera forcément pourquoi et comment s'y prendre. C'est bien le sujet. On peut observer également, je vais faire une digression là-dessus, que les Cévennes étaient peut-être proprement l'endroit où devait être tentée une expo. C'est pas tout à fait la première, Daniel va en parler dans un moment, mais c'était proprement l'endroit où il fallait, ce musée spécialement, donc réaliser une exposition sur cette thématique. Pour cette raison que nos conférenciers là ne savent, enfin ils le savent, mais ne mesurent peut-être pas dans leur humilité, c'est que je crois pouvoir dire, mais vous allez me corriger, que les Cévennes sont la région française qui a fait l'objet des plus nombreuses et des plus copieuses enquêtes sur la tradition orale. J'ai tâché de réfléchir à ça, alors j'ai pas une connaissance absolument complète du territoire national. Jean-Noël, tu es infiniment mieux placé que moi pour en juger, mais franchement, il y a eu ici, vous l'avez vu dans l'expo, un certain nombre de collecteurs, comme on disait,
cours du 19e, comme il s'en trouve à peu près partout, notamment, aidez-moi, Montel et Lambert, assez célèbres. Mais par la suite, il y a eu toute une pléiade d'amateurs. Alors, il y a ceux qui sont représentés ici, et puis il faut mentionner également tout de même la mémoire de Jean-Pierre Chabrol, dont le rôle en la matière n'a pas du tout été insignifiant, et sur le plan local, et pour l'audience qu'il avait au plan national. Et puis également le travail absolument considérable qui a été celui de Philippe Joutard sur ce qu'il avait lui-même, je crois, nommé l'histoire orale, qu'il a largement promu, qui depuis d'ailleurs est devenue une pratique très répandue, toute une réflexion sur l'histoire et la mémoire dont il est un des maîtres, et ses dernières publications portent sur ce sujet. Donc voilà, là encore, un apport absolument considérable qui n'a pas son égal dans une autre région française. Et alors avec nos collecteurs là, rassemblés dans cette volumineuse publication qui témoigne, alors rien qu'au poids, bien évidemment, de tout ce travail effectué, donc, franchement, je crois pouvoir dire que cette région est celle où il y a eu le plus d'enquêtes sur le sujet, hormis peut-être, on pourrait faire la comparaison avec la Bretagne spécialement, la différence étant que la Bretagne, c'est 4 départements, c'est 3 millions d'habitants, alors qu'ici, c'est tout au plus une centaine de milliers d'habitants. Donc, voilà, donc je tenais à insister sur... Vous le saviez, vous vous en rendiez compte, oui. Vous le saviez, quand même, votre humilité ne va pas jusqu'à le nier. Voilà, donc ça n'est pas par hasard que ait été tenté ici une exposition, ou des expositions, parce qu'on va voir que ce n'est pas tout à fait la première, sur cette thématique. Alors, j'ai fait allusion au fait que précédemment, des approches comparables avaient été tentées, spécialement par Daniel, au travers d'une exposition des années 1990, qui s'intitulait « Les objets parlent », je crois, c'est bien ça. Voilà, et Daniel, si tu veux bien, si tu pouvais t'exprimer à la fois sur cette exposition, dont je crois cependant la vocation était peut-être... Alors, on va rentrer maintenant dans des nuances, et vous allez pouvoir y contribuer avec vos appréciations. Je crois que l'orientation était peut-être légèrement différente. Et puis je crois également que vous aviez, tu en parleras aussi, effectué quelques tentatives, notamment au théâtre. Tu m'avais dit ça, j'ai oublié. Ah, c'est la même chose. Ouais, moi je vais essayer de brosser un contexte historique avec un petit préalable qui a, à mon avis, son importance. On s'est rencontré avec Jean-Noël Pelin au début des années 70. Je venais de mettre en place une première exposition permanente sur la vie matérielle dans les Cévennes, et Jean-Noël achevait ses enquêtes pour son mémoire de maîtrise, la vallée longue en Cévennes. Et on s'est liés d'amitié, on n'était pas sur les mêmes domaines, la tradition orale, puis spécialisée sur la littérature orale davantage, alors que moi, c'était sur la vie matérielle. Et on a entrepris à ce moment-là, donc il y a plus de 50 ans, non pas des chemins parallèles, mais vraiment des chemins qu'on a partagés, chacun dans notre domaine, échangeant en permanence, et qui ont donné des productions. Bon, le temps cévenol a été évoqué, et un certain nombre de productions, avec ce lien d'amitié très très fort, qui passait à 3 personnes, si vous voulez, qui passaient par les Cévennes, Jean-Noël et moi. Bon, il me contredira si je ne dis pas tout à fait la vérité. De la même façon, dans son sillage, on a rencontré Claudette Castel et Nicole Coulon, qui faisaient leur travail, leurs enquêtes sur le Mont Lozère, et puis, un peu plus tardivement, avec Jean-Noël, on avait initié au niveau du parc une enquête que l'on aurait voulu répartir sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, on n'a pu faire qu'un secteur. C'est la vallée française des Pays de Calbert, et c'est Pierre qui en a été chargé. Mais dans le cours de cette histoire, on s'est toujours demandé avec Jean-Noël
comment on pouvait, dans un musée, dans une exposition, présenter la mémoire orale. Alors, on avait des idées pour le musée, puis dans le premier musée, c'était difficile à réaliser, et on voit qu'il y a une gageure importante. Comment matérialiser en dehors de l'écoute la mémoire orale pour en faire une restitution la plus juste possible. C'est très compliqué. Les publications, bon, c'est du domaine du savoir livresque, et ça, même si on a un contenu précis, ça évacue beaucoup de choses. La voix, la personne qui parle, qui raconte, etc. Donc c'est pas simple. Et qu'une façon auditive de percevoir cette mémoire, pour un non-initié, rapidement, ça devient un peu fastidieux. Donc voilà, on a dit qu'est-ce qu'on peut essayer de faire. Et en 1989, il se faisait d'ailleurs ces années-là, dans les années 80, un festival à Alès qui s'appelait Paroles d'Alès. Donc Paroles, il y avait du théâtre, il y avait des tas de manifestations, et cette année-là, 89, c'est Jean-Pierre Chabrol qui en était le maître d'œuvre. Et Jean-Pierre était un ami, il connaissait le musée, il aimait les objets, et il nous a demandé d'essayer de monter une exposition spectacle autour du thème « Les objets qui parlent ». Et donc, on a utilisé le fonds de collecte de Jean Noël, en choisissant certains thèmes spécifiques, vraiment des vecteurs très, très illustrants des Cévennes, qui touchaient et à la vie matérielle, mais aussi à la mémoire orale. Il y avait un très très beau conte, d'ailleurs, qui y était présenté. Et on a dit, on va essayer, pour tenir l'attention du public, d'y mettre des objets qui sont en rapport avec les propos, avec une présentation. Donc il y avait la restitution d'enquête, il y avait aussi un texte continu qui permettait de passer d'un thème à l'autre, et des objets. Et on avait scénarisé ça au théâtre au Cratère, sur une scène de théâtre. C'était un spectacle, les gens étaient avec, donc ces objets qui étaient présentés, et une régie qui permettait d'éclairer plus ou moins intensément les objets qui étaient en écho au discours que l'on entendait. Évidemment, on n'avait pas des ordinateurs ni de l'informatique pour faire des choses comme on fait aujourd'hui. C'était extrêmement manuel, exactement comme un théâtre. Ça fonctionnait comme ça. Et donc, c'est avec en plus une troisième personne qui était avec nous, c'est André Nicolas, qui était le troisième larron du temps cévenol, qui était photographe. Et il y avait les objets, les restitutions et des photos des témoins ou de scènes liées à ce qui était raconté, donc des photos qui s'éclairaient aussi. Voilà, ça a été notre première expérience qui permettait d'associer à la mémoire orale des objets. Alors, on a reconduit cette exposition pour le Parc National en 90 à Florac, et là, on y avait ajouté une vraie veillée avec Marcel et Marinette Volpeillère, mais aussi des conteurs de la région de Florac, et une veillée qui n'était pas formelle, on abordait un thème et un se levait, il racontait son truc, un autre se levait. Enfin, c'était une vraie veillée qui avait eu énormément de succès. Et puis, on a reconduit une troisième fois cette exposition. Quelle était la durée du spectacle? De la veillée ou du spectacle Les objets qui parlent? Voilà, les objets qui parlent, ça devait être 55 minutes à 60 minutes à peu près. Après, la veillée, elle s'est éternisée, jusqu'à des points d'or, parce que tout le monde avait envie de parler et d'écouter ce que se racontait. Alors, il faut dire aussi qu'on avait des témoins particulièrement précieux, Marcel et Marinette Volpeillère, mais aussi M. Argenson de Rousse, qui était assez très 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 intéressant. Paul Larguet, non ?
Hein? Il n'y avait pas Paul Larguet. Il y avait Paul Larguet, évidemment, l'Ange de l'Éternel, etc. Oui, non, on avait un panel qui était... Et puis, on a reproduit une troisième fois à Merheis, au château de Roquedol, dans le cadre d'une manifestation d'été, on avait aussi donné ça. Et donc, lorsque l'idée est venue au musée, aux personnes qui sont en charge de la gestion du musée, de faire une exposition sur la mémoire orale, voilà, ça nous est revenu en écho. Et on s'est dit, on va essayer là aussi d'avoir quelques objets qui viennent en écho des propos qui sont entendus. Et alors là, les collecteurs ont travaillé sur leur fonds d'archives en choisissant des textes et pour leur sens, mais aussi pour leur qualité, parce que c'est compliqué, il faut que ce soit très, très, très audible. Enfin, c'est pas toujours simple, parce que on a des témoins qui parlent très, très vite, et en occitan, extrêmement rapide. Bon, parce que nous, un peu les néophytes, c'est difficile à comprendre. Enfin bon, il y avait un certain nombre de difficultés, donc il y a une première approche qui a été faite dans ces textes, et lorsque on a arrêté, que j'ai eu connaissance de ces choix, j'ai réfléchi au niveau des collections et des réserves en particulier, de voir quels objets on pourrait associer à ces propos. Et ainsi, pour chaque thème, on a fait, parce qu'il y avait des choix des thèmes qui avaient été faits, ils en reparleront, la petite enfance, le conte, la chanson, les légendaires historiques, les proverbes et l'au-delà des choses. Donc, on avait sorti un certain nombre d'objets, et puis là, on s'est réunis avec Marion Lyonnais pour faire des choix définitifs, parce qu'il y en avait un nombre trop important, il fallait le limiter. Et une fois que ces choix ont été faits, Marion a réfléchi à leur mise en musique. Et donc là, c'est elle qui prendra le relais. Voilà un peu comme c'est préparé cette expo. Je pense que j'ai pas la même mémoire que toi sur comment s'est préparée l'expo. Ah. Je suis désolée, mais je pense que d'abord, cette expo, elle s'est préparée parce que vous aviez cette envie de faire cette expo et que tu avais fait les objets qui parlent. Mais j'ai discuté avec Jean-Noël et j'ai proposé un concept de boîte oui. D'abord, et après, on a cherché les objets. Parce que il fallait déjà rentrer dans la typologie et la classification des récits et trouver l'espace pour les raconter par rapport au lieu de l'exposition. Et c'est après, avec le choix des récits, ça a été un long processus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça a été un très long processus parce que c'était la question du choix, que après, tu allais chercher des objets parce que j'avais proposé l'idée de faire des théâtres d'objets en fait avec des espèces de tableaux plus ou moins surréalistes qui faisaient écho à ces récits, et toute la difficulté c'était après d'arriver à trouver les objets pour rentrer dans cette voilà. Donc du coup c'est vrai que l'idée de l'exposition, le concept de l'exposition était une proposition un petit peu en amont. Voilà. Et après, il a fallu un long temps pour arriver à rentrer. C'est juste ça dans la chronologie. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que pour moi, après, ça a été les allers-retours. Je me suis mis à l'écoute, effectivement, de tous vos débats entre vous pour arriver à faire ces choix, pour que ces choix rentrent aussi dans le temps d'un parcours de visiteur et puissent aussi être illustrés, ce qui n'était pas si facile, parce que tous les récits pouvaient pas forcément s'illustrer, amenaient pas forcément, avaient pas des échos dans les collections, voilà. Effectivement, l'idée des maisons était première en fait. Voilà. Hein, ouais. On est parti de ce qu'on appelle les maisons, c'est-à-dire les blocs. Sachant que dans ces maisons, il y aurait des choses entre guillemets, et que ces choses étaient des objets issus des collections.
Tout à fait. Les maisons, elles Tout à n'étaient fait. pas abstraites. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Alors nous voilà rentrés dans le vif du sujet. Je voulais donner lecture de ce que j'ai moi-même découvert lorsque la candidature au label d'exposition d'intérêt national a été expédiée à la DRAC. Il y avait donc un argumentaire qu'il me fallait moi-même renforcer de façon élogieuse pour essayer de décrocher la queue du Mickey à Paris. Et alors, dans ce texte, on trouvait écrit, parce que c'est quand même toujours une gageure d'exposer la tradition orale, on va tâcher de trouver peut-être, et vous y participerez, d'autres exemples d'expositions effectuées au plan national. Il y en a peu, et c'est toujours une difficulté. Donc, il y a là une gageure, et alors, entre autres aspects, ça n'est pas un résumé, mais enfin, j'avais noté la phrase suivante, je ne sais pas qui en est l'auteur, Marion je suppose, ou la personne qui a synthétisé le dossier. Les objets sont regroupés en suivant les lois de l'imaginaire des récits choisis. L'accrochage, la disposition, la juxtaposition des objets s'appuient sur les sens propres et les sens figurés des mots et des phrases, sur les métaphores des textes, parenthèse, rythme, musicalité, jeu de mots, facéties, etc. Ces théâtres d'objets forment des images poétiques, des tableaux aux allures surréalistes, générés comme dans le jeu du cadavre exquis. Référence, vous savez, à Breton et à sa fameuse juxtaposition du parapluie et de la machine à coudre sur une table de dissection, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, alors, voilà, question ouverte. Moi, j'y vais d'une première appréciation personnelle, si vous me le permettez, c'est que donc, voilà, fort de ces enseignements-là, je me disais comment appréhender tout ça, et dans cette espèce d'orientation un peu unitaire telle qu'elle était définie, et je me suis rendu compte en réalité que, en fonction de ce que vous appelez, non pas les maisons, mais les boîtes, je crois. Hein, les maisons, non, mais c'est joli parce que j'ai commencé à dire boîte, mais maison, en fait, c'est Nicole qui a trouvé le nom de maison. Alors, je trouve que c'est très juste parce qu'en fait, ça amène aussi chez les gens par les objets, c'est des métonymies, donc du coup. Je trouvais que, enfin voilà, c'est des maisons, ça leur va mieux que boîte, quoi. Même si ce sont des boîtes, hein. Mais boîte habitée. Ouais. C'est une maison. C'est pas. Alors, en fonction des maisons, donc, les objets n'ont pas toujours le même statut. Le paradoxe, c'est que dans une exposition sur la tradition orale, l'objet, j'ai envie de dire, c'est quasiment un méta-objet. C'est presque le contraire d'un objet d'exposition, d'une certaine façon. C'est prétexte à une métonymie, à une métaphore. C'est forcément allusif, voire fantasmagorique. Vous l'avez vu pour la maison au-delà des choses. Voilà. Cependant, donc, suivant les sujets, je me suis rendu compte que c'était plus complexe en réalité. C'est-à-dire que dans la maison, par exemple, proverbes et dictons, la photo en témoigne. Il y a une référence, pour le coup, à des activités concrètes, quasiment, enfin, matérielles, pour le coup. Parce qu'effectivement, les dictons, ils sont articulés très directement, non seulement sur un savoir, mais sur des pratiques, quoi. Et du coup, les objets, cette fois, dans la vitrine, ils n'ont pas du tout le même caractère que ceux qui illustrent l'au-delà, par exemple. Hein. Cette fois, ils deviennent alors très directement illustratifs. Pour autant, ils n'ont pas encore tout à fait le même statut que sais-je, un outil de sabotier qui se trouve dans l'exposition permanente et dont on explique quasiment l'usage, quoi. Donc l'objet, là, est absolument central, alors que dans la maison dont il est question, ça demeure encore à l'état d'illustration. Mais enfin, bon, en définitive, quand même, suivant les maisons, alors il faudrait faire le détail, les objets ont à chaque fois une signification en réalité plus variable que l'inflexion générale très convaincante que vous aviez envisagée au départ. Je veux dire que quand il a fallu, moi, que je soutienne le truc pour envoyer à Paris,
j'ai insisté sur le fait que on n'aurait pas là des choses mises en place là de façon rébarbative, parce que ça peut être très pauvre, hein, des objets illustratifs sur le compte, ça peut être sinistre même, quoi. Hein, c'est quasiment, c'est comme une attestation après coup, d'une certaine façon. Donc ça signe la mort même. Alors c'est un sacré problème, on va en parler aussi de ça. C'est-à-dire que là, on remue toute une matière vivante qui se trouve, il faut bien, hélas, le déplorer, à l'état mort dans le texte lui-même, et dont l'exposition, qui tâche de revivifier là, ces éléments, ne parvient évidemment pas, cependant, même en reconstituant l'univers d'une veillée, mais il y manque le feu de bois, il y manque surtout les gens, l'interconnaissance, tout le climat, quoi, qui donnait sens au conte, parce que, pour revenir sur quelques bases théoriques ou épistémologiques, là, chez les spécialistes, je pense à ce que Fabre écrivait sur les typologies situationnelles, ce qui fait sens dans le conte, c'est plus son énonciation, les conditions de son énonciation que son contenu intrinsèque, dont il ne peut pas être séparé, quoi. À tel point, vous le savez, que le conteur, en réalité, réinvente constamment le conte. Voilà, donc, vous avez la parole. Il y a, pour ne parler pour le moment que de l'exposition elle-même et des objets qui y figurent, de la mise en scène en général, il y a vraiment matière à des réflexions multiples. Alors, ça constitue une expérience de plus, en comparaison de celle que, Daniel, tu avais menée précédemment. On voit qu'il y a là... Avec Jean-Noël, voilà. Une autre possibilité, on pourrait imaginer aussi tout simplement, sauf qu'il est difficile de faire des feux de bois dans un musée, mais pourquoi ne pas simplement imaginer les conditions normales d'une veillée, et puis une voix un peu d'outre-tombe, hélas, qui réciterait toute une série de contes à la façon dont le voisinage venait les entendre au coin du feu. Ça pourrait être une autre possibilité. Vous en imaginez probablement beaucoup d'autres. Et puis, peut-être en avez-vous vu illustré, mis en œuvre dans d'autres expositions, encore une fois au plan national. Alors, je me tourne aussi vers les intervenants de ce matin. Est-ce que le musée dauphinois, notamment, avait traité un peu la tradition orale comme ça? Mais moi, je n'ai pas de souvenir. Il faut quand même avoir conscience du caractère exceptionnel de cette exposition, parce que, de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'expositions, moi je n'en ai pas vu beaucoup, d'expositions sur la littérature orale, et déjà pas beaucoup d'expositions qui mettaient en scène le son. Et tu parles du musée dauphinois, donc dans le musée dauphinois, il y avait une petite partie à la fin qui a subi diverses transformations, où on pouvait entendre avec des casques des récits oraux, hein. Mais enfin ça restait quand même très, très cantonné dans l'exposition Jean d'Angot, hein, sur les Alpes. Mais c'est vrai qu'il y en a assez peu, parce que d'abord je pense qu'il y a eu longtemps un problème technique, hein. Je veux dire, il a fallu attendre l'arrivée du numérique, donc ça c'est 30 ans, hein, grosso modo à peu près, un petit peu moins d'ailleurs, 20 ans, de dispositifs techniques très simples comme les douches sonores par exemple. Je pense qu'il y a 20 ans il n'y avait pas de douches sonores. Douches sonores, il faut c'est-à-dire que c'est ces haut-parleurs qui sont très localisés, que vous avez là, qui permettent d'avoir un son très localisé et pas de contamination d'un endroit à l'autre. Et moi, je me souviens d'en avoir discuté avec Jean-Claude Duclos, souvent nos conservateurs musée dauphinois, qui disait que la mise en exposition du son était quelque chose qu'eux tentaient, parce qu'ils étaient d'abord à la pointe de la muséographie, et puis sensibles à cette dimension-là. Ils avaient le fond sonore qui... On se situe là vers les années 1980. Voilà, au 80 ou même début 90. Même 90 encore. C'était extrêmement difficile. Outre le fait que des conservateurs de musées conservent fondamentalement des objets matériels. Donc c'était pour beaucoup aussi peu sensibilisé, ce qui n'était pas le cas du musée dauphinois, mais peu sensibilisé aux enregistrements. Voilà, dont certains n'avaient pas du tout dans leur collection d'ailleurs. Donc tout cela explique qu'il y ait eu quand même assez peu d'expositions sur la mémoire orale, ou encore moins sur la littérature orale, parce que c'est pas facile à mettre en exposition. Voilà, et voilà. Peut-être quelqu'un ici. C'est la tentative qui a été faite ici. Je voulais juste rajouter que dans la généalogie des expositions en Cévennes, il y a eu ce qui a été fait à la Roquette, donc à la suite effectivement des travaux que j'avais fait sur la vallée française.
où il y avait eu donc dans un mas qui était en gestion par le Parc national des Cévennes, mas qui avait conservé l'ensemble de son environnement traditionnel, les châtaigneraies, les prés, etc., et du bâti, un cimetière protestant aussi. Donc, un ensemble de cultures matérielles qu'on pouvait visiter par un sentier d'interprétation avait été choisi d'être mis dans une pièce qui était toute petite. Là aussi une exposition spectacle, donc un dispositif différent de celui qui est là, qui reprenait donc aussi la parole et qui avait été fort bien fait aussi par les scénographes du moment, l'atelier Percé, donc qui mettait en avant là aussi les enregistrements et la parole des témoins, hein, avec des supports audiovisuels, puisque bon, on ne peut pas mettre que la parole, il faut toujours un support visuel, que ce soit ici les objets ou les photos. Là, c'était uniquement des photos et des films. Donc, exposition qui malheureusement n'existe plus parce que pour des raisons budgétaires et techniques, elle a été démontée. Voilà. Donc, mais c'était une exposition à demeure. À demeure, qui était à demeure, mais dans un endroit qui était peu accessible aussi, notamment pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, parce qu'on ne pouvait y aller qu'à pied. Hein, voilà. Donc, ça a un peu gêné. À la fois, ça donnait une forte signification, puisque autrefois, dans bien des masses cévenols, on accédait qu'à pied, même pas en charrette. Donc, mais en même temps, ça a limité effectivement l'impact de cette exposition, mais qui a eu une forte réception, par contre, de la population du secteur. Voilà. Peut-être dans l'assistance, y a-t-il des gens qui ont découvert ici ou là, éventuellement à l'étranger, des expositions sur la tradition orale Vas-y, allez-y. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai été très émue en entrant dans cette exposition, déjà par l'ambiance. C'est une ambiance feutrée, c'est une ambiance où on rentre dans l'intimité des gens et des choses. Et les boîtes, moi je ne les appellerai pas du tout des boîtes, je les appellerai des maisons, ce sont des pièces. Et avec le banc devant ces vitrines, je me suis retrouvée en situation d'enquête. Voilà, on est là en face des gens, on est là en face des objets, et les objets sont voilés, et l'essentiel est révélé. C'est-à-dire la parole des gens qui s'inscrit sur le voile, les gens qu'on sent là, qu'on sent à travers les objets, qu'on voit, enfin, qu'on imagine à travers les images aussi qu'il y a. Et voilà. Bon, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une réussite parce que justement, les objets sont voilés, mais ils servent de support à l'imagination, hein, et on balade là, mais je serais presque incapable de vous dire qu'est-ce qu'il y a comme objet, parce qu'ils sont très bien reliés à la parole qui est là et aux gens qu'on sent derrière. J'ai beaucoup aimé aussi les portraits qui sont derrière la table de la veillée, les photos qui sont très bien mises en valeur, contrairement à ce qu'on disait dans le livre où ce sont presque des tables-postes. Là, ce sont vraiment les gens et vraiment toute la noblesse de la parole est rendue dans cette exposition. Merci beaucoup. C'est pour la Marion. Je ne connaissais pas, mais voilà. Merci. En fait, c'est vraiment un travail collectif. Moi, j'avais juste la sensibilité d'essayer de pouvoir, en fait, me servir des collections pour pouvoir faire écouter ces paroles. Et en fait, c'est la métonymie de l'objet qui permet d'ouvrir la porte des gens, mais aussi des lieux, parce qu'il y a plusieurs échelles, c'est-à-dire que les dos des boîtes amènent au pays, en fait. Donc, il y a plusieurs lieux, il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais ce dont vous avez parlé, qui est ce rapport très intime entre le texte et l'objet, c'est tout le travail de Daniel et du comité scientifique qui, en fait, Daniel est allé chercher à proposer tous ces objets. Et après, moi, je les ai mis juste en scène, mais ils sont tellement beaux, ces objets, que du coup, en fait, c'est la sélection
ça s'est fait naturellement parce que ça faisait écho au texte. Il n'y aurait pas eu en amont cette grande réflexion qui a été très longue sur les textes et leur sélection pour être dans l'équilibre aussi de prendre cet échantillonnage qui était frustrant pour vous, mais qu'il fallait qu'il explique quel était le genre, enfin la typologie de ces récits. Et ben, en fait, tout l'art, c'était d'arriver à connecter parmi le fond des réserves ce qui pouvait se connecter au texte. Et ça, la connaissance des collections, c'est Daniel. Voilà. Voilà. Après, le concept spatial, là, c'est une superposition entre collection, technologie, point de vue. Et la scénographie, c'est de dessiner du point de vue, en fait. Hein, c'est dessiner la scène. Donc, j'ai juste fait mon travail, quoi. Voilà, c'est tout. Mais, voilà, c'est pas plus. Et rendre hommage, quand même. Un côté important de rendre hommage aux transmetteurs, parce que derrière tout ça, il fallait qu'il soit, en fait, que toutes ces boîtes, en fait, on est dans l'espace de la veillée, quelque part aussi. On est dans le monde de la veillée qui inonde toute l'exposition. Et dans cette veillée, après, il y a eu tout un travail scientifique de toutes ces collectes qui ont été classées. Et c'est les boîtes qui amènent ces fenêtres sur les vies des gens. Voilà. Voilà. Et c'est les objets qui font le passage par la mémoire. Ouais. Katia veut intervenir. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Parce que, oui. Donc, tout à l'heure, c'était Sylvette qui vient de Béro-William, qui est donc ethnographe et collectrice de chansons, donc c'est important. Voilà. Alors, Katia Fersing, je la présente, conservatrice du musée de Millau et des Grands Cosses. J'ai une question par rapport au temps présent. Est-ce qu'il n'y a pas eu dans la réflexion aussi à un moment donné l'envie de créer une petite maison, une petite boîte ou autre chose du coup, pour signifier la façon dont aujourd'hui ces récits, ces matériaux en fait, ils sont vivants dans le temps présent aussi. Jean-Noël, qu'on n'a pas entendu. Par rapport à tout ce qui a été dit, en repartant de ce qu'a dit Daniel au début, je pense que cette exposition, elle est vraiment un point d'aboutissement de nombreuses années de travail, de nombreuses années de rencontres, et c'est vraiment un point de conjonction de diverses histoires qui en même temps forment une unité. Et effectivement, j'en connais pas d'autres. Après, je ne suis pas baladé dans toute l'Europe pour voir ces choses ailleurs. Probablement, on n'est pas les premiers à inventer le film de beurre. Mais effectivement, j'en connais pas d'autres. Il faut dire que c'est très difficile. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui jouent. C'est effectivement très difficile de mettre en scène, même déjà de mettre en voix la tradition orale. Et de la mettre en scène aussi. Donc il y a une conjonction qui s'est faite à la fois des collectes anciennes, parce qu'on a eu la chance d'avoir sur ce pays des gens comme l'abbé de Sauvage qui nous ont légué des trésors de connaissances, de vocabulaire, les enquêtes des folkloristes du XIXe siècle, et puis le fait qu'on était plusieurs à enquêter par vagues, ce qui n'arrive pas partout. Effectivement, comme le dit Yvon Hamon, sur un petit directoire, qui fait que, entre mes enquêtes, qui sont un peu initiales, celle de Nicole et Claudette, celle de Pierre, il y a une espèce de continuum. D'émulation. Cumulatif, si on peut dire, et en même temps qui a grossi la focale, quoi. On a vu un peu les choses de près. Effectivement, en Bretagne, c'est beaucoup plus difficile parce que le pays est grand. Et donc là, on a une espèce de zoom. On a porté une espèce de zoom qui a une grande cohérence malgré ses manques, parce que les manques, il y en a aussi, bon, peut-être en parlerai cet après-midi. On a un zoom qui est très cohérent malgré ses manques, et à côté de ça, donc on a la chance de nous avoir nous-mêmes, si on peut dire, et puis on a la chance d'avoir Daniel Travier, qui a une connaissance extraordinaire de la vie matérielle de ce pays et des objets qui sont dans les collections, qui a pu faire cette mise en relation entre la parole des gens et leur forme de connaissances techniques, avec, comme a dit Sylvette,
le filtre du voile, et comme a dit Marion, c'est pas une illustration point par point des textes, c'est une illustration métaphorique, parce que déjà les objets dans les textes sont déjà métaphoriques eux-mêmes. Donc on a eu la chance aussi d'avoir Marion comme scénographe, qui a une grande intelligence à l'affaire, n'est-ce pas, et qui a pu imaginer ces maisons et ces métaphores, et cette mise en scène superbe, avec toutes les difficultés, des touches sonores, ça c'est un problème technique très, très compliqué. On a eu la chance aussi d'avoir le musée constitué, parce que encore il fallait bien avoir des enquêtes, il fallait bien avoir des personnes compétentes, mais il fallait bien aussi avoir un lieu, une salle, une agglomération des gens dans le musée, c'est clair, qui au départ a proposé cette exposition, qui est à Charpentier. Et donc des gens qui s'intéressent à ce projet et qui nous suivent, y compris financièrement, d'avoir une agglomération, qui mettent des sous dedans. Enfin, je dis ça parce qu'il y a un contexte large pour arriver à cette exposition. C'est pas juste Jean Pelin, Pierre Laurent, Céline Coppedon, Hélène Travier. Il y a aussi tout l'apport de la structure, et sans la structure, il n'y aurait pas d'exposition. Donc je tenais à le dire, et donc à remercier Dieu, si on peut dire, de cette conjonction qui fait qu'on a une belle expo malgré les problèmes qu'on peut trouver. Alors par rapport à la question du contemporain, parce que j'ai quand même entendu cette question, c'était très difficile parce que où est le contemporain par rapport à la richesse de la tradition, évidemment, on pourrait presque dire qu'il n'existe pas. Le dernier chapitre du catalogue, on peut le contester, mais ça s'appelle quand même la disparition d'un monde. Et par rapport à la puissance de la tradition orale dans un pays vivant, dans un pays de tradition dans lequel les gens étaient confrontés au lieu en permanence, vivaient sur un territoire qui pour nous est petit, mais qui pour eux était vaste parce qu'ils marchaient à pied et qu'ils connaissaient chaque pierre et chaque chemin, comme l'évoque Malika dans son spectacle, là, cette profusion de sentiers, ça veut dire qu'il y avait une profusion de pieds qui marchaient dessus, et souvent sans sabots. Donc une proximité des gens au lieu, qui donne sens à toute cette tradition. Et cette tradition, quand on la met en spectacle, aussi bien qu'on veuille le faire, évidemment, elle n'a pas la même profondeur, elle n'a pas la même résonance, c'est une tentative de restitution. On en parlera cet après-midi parce que c'est l'objet de l'après-midi. Et donc, on avait parlé au départ, une partie qui s'appelait revivalisme, avec ce mot dont on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas en trouver un autre pour l'instant. Mais c'était en fait très évoqué quand même dans la première partie. On a quand même Aimé Vignon. Oui, c'est assez bref. Une biographie des conteurs des années 70-80, au moment où le revivalisme était plus proche de la tradition, puisque c'était des descendants directs qui reprenaient ça. Donc, on va dire que c'était plus naturel, entre guillemets. Ce que Patricia Henniger avait appelé les néo-conteurs. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors quand même, on va dire que on n'a pas été complètement inattentif à ça, puisque dans le cadre de cette exposition quand même, avec le musée et avec l'agglomération, avec le Parc national des Cévennes et avec le Conseil général du Gard, on a demandé à Malika de produire une restitution. Et donc l'exposition, elle est complétée par le spectacle de Malika quelque part. On ne peut pas enfermer Malika en exposition, mettre de la nourriture et toutes les chambres à part, parce que Malika justement, Yvon dit que le bouquin est une tombe. Malika est vivante, on ne va pas la mettre dans la tombe. Voilà. Et du coup, on a quand même Malika qui témoigne. Et je rajoute aussi que moi je suis très content que effectivement Malika a fait un travail un peu conceptuel, dans le sens où elle a cherché à rendre compte de l'ensemble de la tradition, en sachant que ce n'est pas possible évidemment, puisqu'elle n'utilise que 5% du répertoire. Mais bon, c'est une proposition et qui rencontre certaines choses. Et on a la chance aussi quand même dans ce projet d'avoir cette journée qui effectivement vient compléter l'exposition avec un certain nombre
de témoignages, Sylvette Béraud cet après-midi, de toi d'ailleurs qui pose la question, et puis aussi de Maud et François, qui quand même hier ont rendu compte à leur manière de la production chantée telle qu'elle a pu être dans un esprit plus traditionnel que certaines formes qu'on voit aujourd'hui. Donc effectivement, c'est pas intégré directement à l'exposition, on peut le regretter, mais en fait c'est quand même un peu intégré, et puis du point de vue de la conception générale du témoignage, puisque l'exposition va finir le 8 novembre, donc on a quand même intégré ces journées de rencontre, pour les gens qui s'intéressent, avec des témoignages, puisqu'on est veillé hier soir, qui venaient un peu compléter ces problématiques. Est-ce qu'il y a quand même un milieu local de néo-conteurs, une demi-douzaine de gens, bon, qui en général font dans un registre très différent, ce qu'on a souvent reproché parmi les spécialistes néo-conteurs, enfin faut-il leur en faire reproche? Non d'ailleurs, mais c'est le fait que dans bien des cas, ils tirent un fil tout au plus au départ, et puis ensuite ils partent sur des choses très éloignées de ce que pouvait être le contenu initial des contes. Mais enfin tout de même, les néo-conteurs ont l'immense mérite de faire vivre cette tradition, de l'actualiser, etc. Alors, est-ce que dans la région, localement, tout de même, il n'y a pas un petit milieu de gens qui s'agitent autour de ça? Non? Pas vraiment. Il existe une association qui s'appelle Contes en Lozère et qui tourne tout l'hiver, en particulier l'hiver, mais pas seulement, sur différents lieux de Lozère. Mais ce n'est pas spécifique, enfin, ce n'est pas un répertoire de tradition orale locale. Alors le paradoxe et la difficulté, c'est que, ça il faut le dénoter, dans bien des cas, le lien ne se fait pas entre les spécialistes que vous êtes de la tradition orale et ce milieu de néo-conteurs. Il y a très peu de pénétration. J'en veux d'ailleurs pour preuve le fait que je vous ai posé la question, parce que j'ai bien l'impression qu'ici, il n'y a pas un seul néo-conteur, enfin, hormis, pardon, bien évidemment. Si, quand même. Au moins 2. Ah, très bien. Au moins 2. Ah, je suis ravi. Très bien, très bien. Au moins 2. Alors, très bien. Bon. Ah, voilà. Néo, vu mon âge, par rapport aux vieux de la famille, je suis plus jeune, et je suis connectée complètement avec le répertoire traditionnel que j'utilise. J'utilise de manière, dirons-nous, complètement droite, directe, on ne change rien, comme on dit. Je ne change rien à la narration, c'est le chapeau rouge et rouge, je ne vais pas le faire bleu. J'écris aussi des textes qui utilisent des éléments, des motifs du conte traditionnel pour lequel on n'a pas de conte écrit. Par exemple, chez moi, en Périgord noir, on parle du poisson lièvre, de la chasse volante, pour lequel il n'y a aucun conte, mais il y a juste des descriptions. Le poisson lièvre, c'est le poisson lièvre. Voilà. La chasse volante, c'est des gens qui chassent dans le ciel, mais on ne sait pas pourquoi. Ces deux motifs m'intéressant fortement, je me suis permis d'écrire deux histoires qui les mettent en scène. Et après, j'ai une autre forme d'écriture, de situations dites contemporaines, dans lesquelles peuvent tout d'un coup arriver des éléments dits traditionnels, comme le drague, le cheval qui s'allonge et qui emmène la jeunesse à sa perdition. Donc ça peut être ça aussi, un néo-conteur. On est néo, pas seulement à cause de son âge ou de ses choix, c'est simplement qu'on vit avec son temps, et dans son temps, on peut rejeter complètement la tradition, comme le font certains conteurs qui se disent, qui viennent de nulle part, qui sont des citoyens du monde, qui vont donc dire un conte de Mongolie, en oubliant leur bébé qui était du Péri, par exemple. Donc moi, je ne rejette pas de là où je viens, je me l'approprie d'une manière dite néo, et d'une manière qui parfois est plus traditionnelle. Donc je me fais accuser de tout. Anaïs, Malika. Sur les Cévennes, il y a aussi Serge Valentin, il est à Ganges, et je sais qu'il est intervenu aussi dans les animations. Et il m'a téléphoné pour savoir qu'est-ce que je racontais dans mon spectacle, pour savoir, pour ne pas faire doublon. Et en fait, je me suis aperçue que, par exemple, Nouvelle Nathalie,
et ben, il l'avait dans son répertoire. Et je pense qu'il est allé le chercher aussi dans le bouquin qui a été publié, Le conte populaire en Cévennes. Parce qu'en fait, on la trouve cette matière. Et c'est vrai que s'il n'y a pas forcément une rencontre, une transmission, parce que moi, là, il y a la situation exceptionnelle pour moi en tant que néo-conteuse, ça a été la transmission directe, alors pas auprès des gens qui pratiquent les sauvetage normales, mais en rencontrant en grande proximité la petite brochette qu'il y a là, et ben voilà, là il y a vraiment eu une transmission. Et les livres qui ont été publiés, même si ça reste un support qui est plus vraiment international, ça garde un fil, c'est important. Et du coup, l'ouvrage qui est sorti là, le catalogue, je pense que ça va continuer à montrer quelque chose parce qu'il est plus complet encore que le conte populaire de Noël. Et donc, même si finalement, j'ai l'impression que parfois les livres et les recueils de contes ont pu bloquer la tradition orale parce qu'on pris dessus, ben, mine de rien, aujourd'hui, ça reste un fil avec ce qui a été fait. Et par contre, j'ai bien pris conscience que avant, je puisais dans les livres, je suis allée chercher des bons livres peut-être, mais donc je puisais dans tous les recueils, et là j'ai vraiment ressenti une spécificité à ce que ça me soit transmis par les collecteurs, vraiment. Il y a quelque chose en plus. Parce que pour moi, c'est pas une tradition familiale, donc je pense que j'avais pas c'est le sensible qui passe pas par les livres et qui est passé par Bénédicte Bonnemazan est une spécialiste du revivalisme, sur lequel elle a fait sa thèse. Alors, je ne sais pas, vous vous arrangez toutes les deux avec Anaïs, en fonction, si c'est dans la continuité de Malika, comme vous voulez. En fait, moi, je voulais parler pour revenir à l'exposition de l'importance de la source. Un peu plus fort, un peu plus fort. Oui, alors, je voulais souligner l'importance de la source orale, et c'est pour ça que, d'après moi, ces expositions sont absolument importantes pour le sujet qui nous rassemble, c'est-à-dire l'oralité narrative, la chanson, puisque, alors effectivement, les livres sont très importants, d'ailleurs, ils sont aussi mis à l'honneur dans votre exposition. Cette vitrine, elle est très intéressante parce qu'on voit qu'il y a des ouvrages de collecte, qui rendent compte qui sont des transcriptions des contes et des récits, et puis il y a aussi des études qui ont été faites, donc des thèses, etc. Mais effectivement, et c'est grâce aux livres, effectivement, qu'on a accès majoritairement, on a accès à toutes ces données, et notamment lorsque le magnétophone n'était pas encore inventé pour tous les travaux des folkloristes, comme Achille Montel et Lambert. Donc c'est vraiment très important d'avoir accès à toute cette bibliographie, à toutes ces sources écrites. Mais grâce effectivement à ce mouvement qu'on pourrait appeler le revivalisme, qui a aussi touché la musique, la danse, voilà, et les années 70, on a accès à des collectes qui sont enregistrées. Les collectes de Jean-Jean Wacker, les chercheurs, elles sont enregistrées. Les collectes les collectes de Pierre Laurent sont enregistrées. Heureusement, il y a une espèce de systématique grâce à la technologie, ce qui fait qu'il y a des corpus énormes en Cévennes, pour les Cévennes, mais pour bien des régions françaises, des corpus énormes auxquels on a encore peu accès. Alors, il y a des phénomènes, il y a quelques plateformes, mais qui ne sont pas toujours faciles à interroger, etc. Et il y a heureusement des expositions bien trop nombreuses. Et alors là, moi, j'ai un petit regret par rapport c'est qu'elle ne soit pas plus usante, mais en même temps, je n'avais pas trop de temps, donc voilà. Parce que votre matériau est énorme. Voilà, le matériau ressemblait est énorme. Donc, il faudrait que ce soit un peu plus grand, parce que des espaces moins restreints, j'ai envie de dire. Et puis aussi, il faudrait qu'elle soit tournante. Alors, c'est peut-être le cas, je ne sais pas. Il faudrait que ça tourne, parce que c'est, alors pour le conte, mais aussi pour la chanson, c'est absolument indispensable d'entendre la source orale, la source première. Parce que c'est bien les textes, moi je travaille dessus, effectivement, mais on
on s'assoit, on écoute, on entend, et tout de suite, on est dans une contextualisation, on entend la voix de ces gens qui ont transmis quelque chose. C'est un pont absolument honnête et avoir. Alors, Anaïs, Malika. Moi, c'est juste une question par rapport à cette phonothèque. Est-ce que ça serait envisageable que le musée, ici, rassemble tous les documents sonores et qu'on puisse y avoir accès? Parce qu'effectivement, là, on entend, mais c'est très, très partiel. Vous avez fait un choix, c'est normal. Mais et la phonothèque, on peut y accéder. Alors, on peut faire une digression sur les phonothèques auxquelles Bénédicte a fait allusion. Anaïs, on ne t'oubliera pas ensuite. Il faut les récapituler dans le contexte régional un peu élargi. Alors, il y a spécialement... Non, mais je peux répondre à ton interrogation là-dessus. L'ensemble des enregistrements qui sont là sont conservés dans des phonothèques et ils sont accessibles dans des phonothèques qui sont bien gérées et qui s'efforcent de mettre en ligne après, toutes les questions de droit, etc. Donc, puisque maintenant, techniquement, c'est plus facile. Donc, l'ensemble des enregistrements que vous entendez là, et d'autres, ça c'est qu'une petite sélection, sont consultables sur le site de la phonothèque d'Aix-en-Provence, de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Hein. Et on peut remercier Véronique Ginouvès qui en prend grand soin depuis des années. Voilà. Une petite partie aussi de mes enregistrements sont aux archives départementales de l'Hérault, et pas en ligne pour l'instant, les notices y sont, mais pas les enregistrements. Voilà. Donc, cette question des phonothèques, j'allais dire, elle est quand même relativement réglée, même si ça doit pouvoir prendre de l'ampleur et être, bon, avec la technologie, plus facilement accessible. Après, il y a la question, effectivement, mais ça, c'est peut-être un peu tôt, on peut en parler en fin de discussion, qu'est-ce que le musée pourrait faire sur l'ensemble, quelle pourrait être la place à l'avenir dans le musée à la suite de l'exposition de ces collections d'enregistrements oraux. Juste, alors, 2 phonothèques ont été mentionnées. J'ai parlé de celle qui était en rapport avec l'Expo. Maison méditerranéenne. Celle de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, dont la responsable est Véronique Ginouvès, ça se trouve donc à Aix-en-Provence. Également, les dépôts effectués aux archives départementales de l'Hérault, où personne n'est spécialiste pour s'en occuper. Ah ben on est quand même, il y a moi déjà. Et mais c'est pas aux archives départementales. Si, maintenant je suis réorienté aux archives, voilà. Ah bon, je m'en occupe pas directement, mais j'ai des collègues qui sont spécialisés, formés, et qui s'en occupent, et qui me demandent à moi quand ils sortent un peu de leur domaine de spécialité. Voilà. Très bien, très bien. Et alors il faut... Pardon ? Tout est en libre accès. Tout est en libre accès, mais pas forcément en ligne. Après, c'est pas toujours très facile de trouver ce qu'on cherche. Voilà. Ouais, il y a eu un catalogage de faits par le principe des mots-clés, mais bon, parfois c'est pas évident. On peut dans une bibliothèque, hein, tu ne trouves pas forcément, tu es intéressé à tel sujet, tu ne tombes pas forcément sur les bouquins que tu veux du premier coup. Voilà. Mais le travail est fait et bien fait. On peut mentionner également 2 ou 3 fonds dans le sud-ouest, enfin en allant vers l'ouest du moins, ceux de l'ancien conservatoire occitan, aujourd'hui COMDT de Toulouse, où Bénédicte d'ailleurs a œuvré par le passé. Et puis également ceux, je le mentionne, Daniel Lodo devait intervenir ici, de l'association Cordae-la-Talvert, qui, comme son nom l'indique, se trouve à Cordes, et qui a mis en ligne, du reste, tout ça est somme toute de plus en plus accessible, hein, des sommes assez considérables de toutes les enquêtes, les collectes menées par le passé. Sylvette Béraud-Williams, vous voulez ajouter quelque chose, et peut-être vous nous apporteriez des précisions sur le contexte institutionnel vers le nord, en remontant un peu vers le nord. Pardon. Voilà. Donc, c'est une expérience intéressante sur Rhône-Alpes, Auvergne, avec le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, qui est sur l'Auvergne, je ne sais plus, voilà, qui viennent de mettre en place un site qui s'appelle infrason.org. Et alors là, j'ai eu l'honneur d'avoir ma collecte mise en ligne, l'introduction de ce site. Et donc, vous avez, quand vous cliquez
Et là-dessus, vous avez la carte de Ronald qui apparaît. Et les points précis ont été collectés, les chansons, etc. Donc, pour l'Ardèche, vous avez des petits points, vous cliquez là-dessus et vous avez une petite introduction sur le document. Et puis, vous avez le document lui-même. Et puis, vous avez des renvois à des articles par rapport à ça. Mais vous avez aussi tout le document, pas que la chanson brute, mais tout l'environnement. Et ceci est fait pour les musiques, toutes les musiques traditionnelles de Ronan-Auvergne, mais aussi pour toutes les musiques urbaines et de l'immigration. Ah oui. Donc c'est très intéressant. En fin de compte, en parler cet après-midi. On en reparle. Anaïs Vaillant avait demandé la parole depuis bien longtemps, pardon. Oui. Ce que je me suis dit en voyant cette exposition, c'est que il y avait quand même un enjeu important par rapport à l'oralité, et qui était justement la notion de matérialité. C'est-à-dire que Véronique Génovès a beaucoup travaillé le statut des archives orales en disant que c'était quand même des objets assez subalternes dans une bibliothèque. Les scientifiques accordent beaucoup plus de crédit aux écrits, aux documents oraux, donc il y a tout ce travail de mise en valeur de l'oralité. Mais il y a aussi toute cette question du patrimoine culturel immatériel. Donc maintenant, on va parler d'immatérialité quand on parle d'oralité. Et pour moi, c'est un enjeu de parler de la matérialité de l'oralité, puisque oui, on peut effectivement entendre des contes mongols par Internet, on peut avoir accès à toutes sortes de sources orales. Et ce qui me plaît dans cette exposition, c'est déjà qu'elle soit dans son musée, aussi, c'est-à-dire qu'on passe aussi avant par tout le reste du musée, enfin, c'est comme ça que moi j'ai procédé, et les maisons, et la scénographie, en fait, comme tu disais, j'ai bien aimé, ça nous met dans une situation d'enquête presque. Ouais. Et donc ça rend compte de comment on collecte, comment ces archives sont produites, et comment tout simplement la culture orale aussi elle est produite, et par qui, et dans quel contexte. Et c'est pas un détail cette matérialité de la culture, parce que c'est aussi l'expérience, c'est ce que tu disais, comment l'oralité elle s'ancre dans une expérience humaine, et donc aussi dans une matérialité des relations, des instants qu'on passe. Et c'est pour ça que c'est un enjeu, je pense, important, de ne pas forcément considérer la culture comme immatérielle, comme on aurait tendance à faire maintenant avec le PCI, mais de bien garder ce lien à la matérialité, aux conditions de production de la culture, en fait, qui porte ces cultures, comment ils vivaient ce lien, en fait, pourquoi ça disparaît. Ça disparaît aussi parce qu'il y a un monde matériel qui disparaît, et que, donc c'est pas juste la mémoire qui se perd, c'est le monde matériel qui se transforme et qui aussi du coup transforme l'oralité. Et donc cette exposition pour moi, elle révèle cette matérialité de la culture orale. Et alors cette matérialité, est-ce qu'elle te paraît bien traitée, pour revenir au sujet et pour interroger un peu plus étroitement Marion? Et s'il y a d'autres observations, pas que des éloges, allez-y pour les critiques. Michel, Oui, Sabatier. Oui, je suis Michel Sabatier, je suis ancien chargé de mission communication au Parc national de Cévennes. Et donc, par organisme professionnel, quand j'ai visité l'expo il y a quelques semaines, je regardais le public pour voir quel était son comportement. Et le mien, le comportement aussi. Donc, il y avait peu de monde le jour où j'ai visité. Et je me suis dit, en voyant la démarche des autres visiteurs, qu'il y avait peut-être quelque chose de difficile pour un public d'aujourd'hui, dans cette espèce d'immobilité devant, sous une douche sonore et devant une maison que je n'appelais pas comme ça à l'époque, une difficulté à se maintenir comme ça, avec une attention soutenue,
et qu'un des dispositifs, je pense, le plus efficace pour retenir le visiteur, c'est le voile avec le texte écrit. Parce que les yeux se fixent là-dessus. C'est le paradoxe que c'est l'écrit qui valorise l'oral, en fait. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on vient d'un monde de rythme assez soutenu, et tout à coup, c'est autre chose. C'est pas le même temps, on sent qu'on est dans un autre temps. Et soit ça vous captive, soit ça vous énerve. Alors je pense que ce serait intéressant pour le public, pour le musée, d'étudier autrement que de manière subjective, de refléter quels sont les comportements. Type de comportement. Y a-t-il un effet zapping, par exemple, qui est exagéré, comme on le redoute souvent, vous savez, avec toutes les installations sonores, où les gens écoutent vaguement sur un casque 3 bribes, et puis passent au suivant. Alors tout à l'heure, dans la cour, on discutait avec l'animatrice, je ne sais pas si elle est dans la salle, la médiatrice qui accueille les scolaires et qui nous expliquait ce qu'était le comportement des scolaires. Ma foi, je ne saurais pas le résumer, excusez-moi, mais somme toute, ça paraît quand même assez positif, quoi. C'est-à-dire que, alors elle ne leur fait évidemment pas de visite guidée, je vais mal retranscrire ses propos, hein. Ça marcherait pas. Il ne s'agit pas non plus de faire promener un groupe entier, parce que, bon, vous vous doutez bien que sur le plan ne serait-ce que sonore, ça ne pourrait pas fonctionner non plus. Alors, apparemment, il leur suggère des formes d'enquête par petits groupes, et apparemment aussi, si j'ai tout bien compris, naturellement, les enfants sont facilement saisis par les aspects oniriques de la présentation et de toutes ces évocations, et somme toute manifeste une attention dont elle se plaisait à souligner qu'elle était valable, quoi. Voilà, il faut le signaler parce que je ne vous apprends pas l'effet zapping de quantité d'expositions, notamment de sciences et techniques, ou avec le recours à toutes sortes de choses à manipuler ou à écouter, mais qui en réalité suscitent une espèce de compulsion rapide. Voilà, bref. Alors, vous vouliez... Surinterpréter l'effet zapping je suis d'accord avec ce que tu dis, Michel, mais l'effet zapping sur l'oralité. Moi, j'ai un autre exemple très précis d'effet zapping sur une salle du musée de Giroussens dans le Tarn qui est consacrée à des magnifiques plats 18e avec des dessins splendides, voilà, et un groupe de gens d'un certain niveau social et probablement intellectuel sont rentrés et ont immédiatement tourné les talons en disant c'est des dessins naïfs, voilà. Donc je pense que c'est pas propre, alors que bon, c'est absolument magnifique, voilà. Donc c'est pas propre à l'oralité. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse dessus. Mais je suis quand même d'accord avec toi là-dessus. C'est une vraie question. François Dumont. François. Je voulais prolonger juste dans les pistes de tout à l'heure, ça a été un peu évoqué. Qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui serait désirable, qu'est-ce qui serait intéressant à faire pour valoriser les archives sonores, les documents. Moi, ça m'a fait penser en fait à aller voir un peu plus loin que juste qu'est-ce qu'ils ont fait les autres dans nos expositions, dépôts, médicologie par exemple, ou ethnographique en tout cas. Et aller voir du côté notamment des arts sonores, des installations sonores. Et j'ai pensé notamment, je ne sais pas si vous connaissez à Arles le musée Réatu, Fonur-Genova qui est un lieu de création et de transmission de la création radiophonique, s'est mis en cheville avec le musée Réatu pour proposer une chambre d'écoute. Et là, en fait, on est dans une position beaucoup plus radicale par rapport au sonore. On est plongé dans un endroit, il n'y a rien à regarder, il n'y a rien à dire, il y a juste à écouter. Et en fait, est-ce que cette radicalité-là n'est pas plus efficace sur le zappage? Moi, j'ai vu l'exposition, je l'ai beaucoup aimé, c'est intéressant, il y a plein de... Alors, la collection d'objets est merveilleuse, donc ça aurait été dommage de s'en passer. Mais est-ce que
pour éviter cet effet de zapping, en fait, la multiplication des supports qui coexistent, est-ce que ça va générer justement ce zapping? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des expositions avec juste des chambres d'écoute, mais intégrer des endroits où il n'y a qu'à écouter. En fait, par exemple, si j'écoute de la musique pendant que je suis à la maison en train de faire à manger, de faire la vaisselle, je vais écouter, je vais me concentrer sur la première chanson, et puis la deuxième un peu moins, et puis après de l'album, le disque se finit, je ne me rappelle même plus que j'avais mis un disque. Si je m'assois à un siège entre mes enceintes, je me dis là j'écoute un disque comme si j'avais regardé un film, je vous avoue que je le fais rarement. Hein. Mais l'écoute n'est pas du tout la même. On est vraiment ailleurs. Donc proposer ça, un dispositif, je ne sais pas lequel, une chambre, on est dans le noir, il n'y a plus du son. Vous voulez dire que le musée aurait dû faire l'économie d'une scénographe? Alors il faut laisser la scénographe répondre. Au contraire, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle imaginerait pour une proposition de ce type. J'imagine qu'il y a déjà réfléchi. Alors, là, l'exercice, en fait, moi, j'ai pas de recette. Ce que je voulais dire, justement, par rapport à ce que j'ai entendu et aux remarques de Michel et tout ça, c'est en fait, une exposition, c'est toujours une expérimentation. Là, le résultat final, je savais pas si ça allait réussir ou pas. C'était une prise de risque, d'autant plus que la prise de risque sur le son, elle est énorme parce qu'on ne savait pas comment le son allait se comporter dans cette salle, vu la hauteur sous plafond, elle aurait pu, je le regrette, mais c'est aussi un équilibre de moyens, une exposition avec une enveloppe donnée à la base. Et c'est vrai que un travail sur le son pur pour faire des expositions comme ça serait nécessaire en fait, parce qu'on ne le maîtrise pas, on a des outils, il y a des enveloppes, il y a des enjeux du public, il y a eu le Covid qui est passé par là, parce qu'au début, on avait plutôt pensé au casque. Le comportement du plafond, de la réverbération des lieux, enfin tout ça, toute l'acoustique en fait, il faudrait des acousticiens, enfin, vraiment, et ça c'est un vrai boulot, et dans les temps qu'on a pour faire une exposition, malheureusement, on n'a pas tout ça, donc on ne sait pas si ça tient jusqu'au bout, en fait. Mais là, je pense que ce qui est réussi, c'est que l'équilibre, en fait, c'est que rien n'a été fait au hasard. Ça, pour moi, c'est ce qui compte quand c'est un processus de travail. Et dans ce processus de travail, rien n'a été fait au hasard. Que ce soit dans le choix des textes, dans le choix des objets, dans la position des boîtes dans l'espace par rapport au parcours, là où on rentre, comment on circule, etc. Et dans leur proportion, en fait, qui est un croisement et une équation à résoudre avec le lieu d'accueil. Il y a le lieu de la représentation et la représentation du lieu. La scénographie, elle chemine entre ces deux. Le lieu de la représentation, qui est la salle d'exposition temporaire, il faut faire avec. Il faut l'intégrer dans ce parcours narratif. Parce que si on se met contre, on va toujours être en lutte et on va pas, voilà. Donc il est premier. Il va limiter l'espace, il va limiter le nombre. Aussi, par rapport aux circulations, au nombre de publics, il y a des lois d'unité de passage, de choses comme ça. On est au taquet. On est au taquet du possible par rapport à ce que voulait le comité scientifique et l'espace à disposition. Tout ça, on ne le voit pas quand on voit une exposition, mais c'est ce calcul qui est complexe. C'est pour ça. L'expérimentation, après, c'est un dispositif théâtral. La scénographie, c'est du théâtre, d'abord, à la base. Et superposer, effectivement, les mots, donner chair aux mots, en fait. C'est ça que j'ai essayé de faire, c'est donner chair aux mots par les collections, mais aussi par le texte. Mais aussi tout bêtement, parce que personnellement, j'avais du mal à comprendre les mots que j'entendais, et je pense que l'occitan n'est pas évident. Et puis c'est une vraie curiosité de voir l'orthographe de l'occitan par rapport à ce qu'on entend. Enfin, moi, je l'ai découvert aussi. C'est incroyable comment c'est écrit. Je suis incapable de le lire. Alors que mes grands-parents le parlaient,
et que je le comprenais mieux quand il le disait, mais s'il me faut le lire, je comprends rien. Enfin, et ça, je trouvais ça intéressant aussi à exposer en tant que texte lui-même, de voir cette... entre ce qu'on entend, on peut comprendre voilà, des sonorités qu'on connaît de par notre régionalisme ou quoi, mais quand on voit les mots, enfin, comment ça se prononce et tout. La médiatrice pour les enfants nous a fait rire avec Jean-Noël en nous disant qu'en général, ils déboulent là, ils disent « Ah, c'est du latin !» Non, mais c'est vrai. Et après, la notion de... En fait, c'est la notion de musée. C'est aussi le concept d'une exposition. C'est pourquoi on va au musée, pourquoi on va à une exposition. C'est quand même un lieu social. L'exposition, c'est quelque chose qui s'aborde par le corps. Il y a une dimension physique. Et exposer que du son dans des salles noires, ben moi je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Mais comment on y rentre, comment on travaille la lumière aussi pour baisser l'intensité de l'œil. On passe pas du blanc au noir, de la lumière à la... Il y a tout un travail de préparation du corps aussi. Là, pour moi, ce musée, son sens, c'est sa collecte d'objets, parce que ce sont des objets qui font passer la mémoire des gens et du peuple et de la civilisation des Cévennes. Donc pour moi, faire parler, entendre les gens sans voir leur prolongement dans ce contexte de ce musée, sans les objets qui en témoignent, pour moi, on n'était pas contextuel par rapport à l'enjeu de ce musée et de cette exposition qui est au croisement de la mémoire des hommes et du coup des traces qu'ils ont laissées et qui ont été collectées dans ce musée. Donc voilà. Pour dire que ça manquait à cette expo, mais plus dans le prolongement de qu'est-ce qu'on pourrait désirer à l'avenir, comment on peut s'emparer. Mais c'est un point de vue, c'est un discours, c'est un lieu, c'est un contexte, et même le musée lui-même est un contexte par rapport à une réponse scénographique et son comité scientifique. Donc c'est du point de vue en fait. L'exposition va dans le sens aussi des regards du comité scientifique, de leur expérience qui est purement humaine, enfin qui est très humaine, très relationnelle, très intime avec les gens et très fusionnelle aussi par rapport il y a beaucoup d'amour en fait dans leur travail. Il y a et tout ça, voilà, l'objet, enfin voilà, il y a ce rapport-là qui est très personnel aussi par rapport au musée. On est toujours dans la mémoire des gens qui ont donné des choses et qui ont raconté des histoires avec, etc. C'est ça que raconte ce musée. Donc, pour moi, l'expo, elle ne pouvait pas se faire sans objet. C'est pour ça, après, les tableaux des objets, ils sont ce qu'ils sont, mais leur force, elle vient des objets. C'est les objets qui produisent leur propre force, en fait. Voilà. Donc, le tout, c'était d'arriver à le doser, et après, c'est de la géométrie. Pas trop, pas plus, pas moins. Où est l'équilibre? C'est cette recherche d'équilibre, voilà. Le dosage et tout. Voilà. Et bon, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais après, par rapport au son, je pense que c'est aussi c'est un point de vue, c'est un discours. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut faire ressentir? Qu'est-ce qu'on veut faire passer? Et c'est par là qu'on peut faire travailler l'espace. S'il n'y a pas de point de vue, s'il n'y a pas de propos, l'espace n'a aucun sens, il est gratuit. C'est du zapping, c'est je ne sais pas ce que je fais là, pourquoi je le fais. À ce moment-là, moi, je préfère écouter mon disque ou mon témoignage seul dans ma chambre et je n'ai pas besoin d'aller dans un musée. Enfin, c'est aussi pourquoi on se déplace et qu'est-ce qu'on va vivre. Il y a une expérience quand même de la fois dans le musée qui est personnelle et qui est collective aussi. C'est une rencontre. Donc voilà, c'est tout ça qui se... C'est compliqué, mais c'est très simple parce que finalement, c'est très physique finalement tout ça. Mais c'est pas du tout pareil d'écouter le disque chez soi ou d'aller à un musée et écouter un document dans une situation particulière. Tout à fait. Comme quand on écoute un conteur qui s'adresse directement à nous, que c'est un enregistrement, quoi. L'enregistrement, justement, dans un lieu collectif, ben, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Oui, pourtant, les arts de support, ça existe. Le cinéma. Mais voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Le cinéma, on ne se pose pas la question, mais pourquoi? Parce qu'en fait, l'écran, on est intégré dans l'écran. Et la salle, elle est faite avec sa forme de pente et son son pour qu'en fait, on est absorbé. Et il y a une vraie... Enfin, c'est une scénographie, je veux dire, tout est dessiné pour. Voilà. Donc, c'est... Et au cinéma, l'histoire se déroule devant nous.
L'histoire Voilà, se passe il y a une frontalité. dans le musée, l'histoire est quasiment morte. Les gens ne sont plus là à activer les objets et leur mémoire est désolidarisée, même si elle est mise en conjonction avec les objets. Les gens qui parlaient, les gens qui utilisaient ces objets ne sont pas là devant nous. Donc la difficulté est beaucoup plus grande aussi qu'au cinéma où les objets et les gens travaillent devant nous. Oui, mais c'est super intéressant parce que c'est tout le degré de la distance, ce que moi j'appelle la distanciation, ce degré de distance où on va être plus ou moins réaliste, plus ou moins proche de la réalité, et comment on jongle avec ces degrés. Là, l'exposition est une pure fiction. Mais pourtant, elle est vraie, on a triché sur rien. Tout est authentique. C'est comme le livre. Je sais pas. Mais c'est ça qui est difficile, parce le musée est un lieu de savoir, donc on a besoin de cette authenticité, mais en même temps, le récit est quand même fictif, mais pourtant il est vrai. Enfin, je sais pas comment le dire, j'ai pas les mots, mais c'est voilà. Et le musée demeurait jusqu'à maintenant au moins une expérience de visite partagée. C'était un lieu où jusqu'à maintenant on visitait en partageant, alors en famille généralement. Alors c'est peut-être moins le cas, les décennies passant, on en vient peut-être à des formes plus confidentielles. Malika voulait parler. Je voulais poser la question de comment est-ce qu'elle est reçue par les visiteurs, cette exposition. Est-ce que vous avez un peu de recul maintenant comment réagissent les gens? Est-ce qu'ils vous font des retours? Et particulièrement des gens qui ne se sentaient pas du tout concernés par le sujet de la... Enfin, les gens qui viennent de ce musée doivent un peu se sentir concernés par la tradition, mais la tradition orale. Moi, je suis curieuse de savoir comment c'est reçu par un public. C'est peut-être le musée qui pourrait répondre le mieux, parce que nous, on le vit trop de l'intérieur, on n'a pas forcément... je sais pas. Carole. Alors, c'est compliqué comme réponse, parce que si on prend le livre d'or, c'est généralement des gens qui ont aimé, qui s'expriment. Donc, je dirais que le livre d'or est une manière de répondre, mais alors c'est une manière qui flatte beaucoup tout le monde, mais qui n'est pas forcément réaliste. Dans les visiteurs, on a des visiteurs, je vous fais court et simple, des visiteurs qui sont contraints, qui sont les enfants, quand ils sont accompagnés par une médiatrice. Là, on sent qu'il y a un travail qui est fait, et il y a une construction, et on peut dire que le résultat, en tous les cas des enseignants, est très positif. Il n'y a pas de visite libre. Quasiment pas. Les enseignants ne se sentent pas de venir et de porter la visite tout seuls. Donc, c'est plutôt rassurant qu'ils s'en remettent à des professionnels. Mais donc, évidemment, on n'a pas cette vision-là. Après, dans le public qui vient en individuel, il y a deux types de public. Celui qui vient découvrir pour la première fois le musée, qui commence par les collections permanentes. Je vous avoue qu'il arrive un peu fatigué dans l'exposition et on a un effet de zapping de l'exposition, mais qui là, pareil, c'est pas vraiment, ça ne reflète pas. Quand vous venez déjà faire 1h30 dans l'univers des Cévennes et que vous n'êtes pas Cévenol, l'immersion dans l'exposition est difficile. Et ensuite, vous avez les visiteurs qui viennent soit exprès pour l'exposition, et j'ai envie de dire que ceux-là, c'est les visiteurs qui vont être le plus réceptifs parce qu'ils viennent, ils rentrent directement dans l'exposition. Et c'est comme ça qu'il faut la vivre parce qu'elle est vraiment dense. C'est un univers à part. Par le noir, par ces maisons habitées, qui comprennent comment ça marche. Il y a un cheminement. Alors, effet Covid, on est obligé de tracer des flèches, mais en fait, le cheminement, il est libre. Et donc, il y a un petit côté un peu désorienté de certains, mais qui n'est pas inintéressant. Enfin, Marion, tu pourras réagir si tu l'as cherché ou pas, justement. Pour moi, oui, on pouvait aller où on veut. Et du coup, ça marche. Alors, le public est parfois un peu désorienté. Il aime bien guider, finalement, le public. Mais... il y en a aussi qui s'achètent très bien, et on a des personnes qui prennent vraiment le temps de s'asseoir, d'écouter et de se remplir, si je puis dire, mais pour ça, il faut des conditions particulières, c'est-à-dire il faut venir un peu informer ce qu'on va voir, et il faut commencer par l'expo, il va commencer par la collection. Donc ça fait que c'est réducteur. Mais on a de très bons retours pour les gens qui nous parlent et qui écrivent dans le livre d'or. Est-ce que ceux qui ne sont pas contents n'osent pas s'exprimer? Je ne sais pas. Nous, on a des très bons retours. Il y a aussi une catégorie de public, alors qui n'est pas la plus nombreuse, c'est évident. Donc, ils sont attachés à cette mémoire et qui vont revenir, et j'ai plein de témoignages, 2, 3, 4, 5 fois pour faire un jour
une maison, puis ils reviennent, ou ils en font deux, puis ils reviennent, et puis ils réécoutent pour bien. Voilà. Donc il y a aussi une appropriation pour certains. Alors, que représente-t-il? Certainement une fraction extrêmement faible, mais il y a ce public qui est venu s'approprier totalement la chose. J'espère qu'il y a une formule de tarif réduit pour cela. Y a-t-il d'autres questions? Alors ceux-là, ils prennent généralement l'abonnement annuel, Ouais, voilà. additionnellement, qui leur permet de faire les 3 Si visites d'abonnement. j'en parle, moi c'est le témoignage que j'ai de gens de l'association des amis du musée qui ont une carte et qui viennent autant de fois qu'ils veulent. Ça, c'est clair. Voilà, donc la Glamour Bio, c'est prenez votre carte à l'association. Y a-t-il encore? Oui. Sur les messages dans les livres d'or, on sent quand même, précisément, c'est beaucoup sur l'émotion. Voilà, ça leur fait ressurgir des émotions et un côté un petit peu nostalgique aussi. Et voilà, on sent qu'elle a fonctionné en fait l'exposition. Je pense que c'est le pari aussi de Marion. Ça fait appel aux émotions des visiteurs et ça, c'est important. Vous aurez reconnu Claire, qui est l'adjointe de conservation. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Oui. Moi, c'est pas une question, mais c'est un remerciement. Oui, j'ai lu. C'est le moment des remerciements. Sur la qualité des collections du musée que nous avons découvert au fur et à mesure du temps, nous sommes dans le Gard, mais aussi l'exposition sur la tradition orale nous a permis de nous réunir des personnes du village de Luçon, dans le Gard, pour se pencher désormais sur la mémoire de Luçon au 19e et au 20e. Donc c'est vraiment grâce à vous que cette initiative est née entre un petit groupe d'amis qui étaient là, on était 5 hier, on est 3 aujourd'hui. Et on a vraiment cette volonté, tout en prenant conscience des enjeux des limites, c'est-à-dire de professionnaliser l'expérience que nous allons mener au niveau du son, c'est-à-dire de s'adresser aux bonnes personnes. Et on est bien conscient que, étant dans la communauté, nous ne pourrons pas intervenir comme peuvent le faire des experts extérieurs. Donc nous allons nous rapprocher d'experts pour pouvoir mener ce travail-là bien, le mieux possible dans le temps, ne pas se presser, mais en même temps être conscient de la notion du temps. Il faut donc profiter de ce temps d'aujourd'hui, donc ce temps contemporain, pour essayer de rassembler le maximum de sources locales qui ont été peu rassemblées jusqu'ici. Donc, je voulais, tout le nom de ce petit groupe d'amis, vous remercier pour tout l'effort que vous avez fait, pour tout le temps que vous avez consacré, l'investissement gigantesque de représenter les collections et cette exposition. Voilà. Bon, on pourrait finir sur un aussi bel éloge. Vous avez là d'ailleurs des spécialistes qui peut-être, si vous les convoquez, peuvent se déplacer pour vous donner quelques conseils. Voilà, comme l'heure de midi est maintenant dépassée, moi je voudrais terminer sur une critique très vive, c'est que quand même, cette exposition a commencé dans une période où fort peu de gens pouvaient se déplacer, le mois d'avril, en tout cas moi c'était mon cas, ça a été très perturbé, les visites de musées, grosso modo, jusqu'au mois de juin, le 7 novembre. Et ma question est par conséquent la suivante, est-ce qu'elle n'aurait pas mérité de perdurer un tout petit peu? Et puis, autre question à laquelle nous n'aurons pas de réponse, une itinérance peut-elle, en tout cas des moyens de conservation d'une certaine façon permettant de la reconstituer assez rapidement, paraissent évidemment souhaitables. Alors, l'itinérance... Bonjour, donc l'itinérance, c'est une question qu'on s'est posée avec Marion et les différents prestataires qui ont fabriqué, réalisé les maisons. Et donc, elle est possible, puisque tout est démontable et remontable. Donc, on n'a pas encore de demande, mais c'est une possibilité. Et en fait, les objets appartenant au musée, tout c'est facile en fait, c'est pas de monter une exposition, ça vous paraît peut-être quelque chose de simple, mais quand par exemple vous montez une exposition avec 12, 15, 16 prêteurs, dont certains à l'étranger, je peux vous assurer d'organiser une itinérance quand elle est déjà montée, qu'elle est presque démontée à un mois près, c'est terminé en fait, ça s'anticipe l'itinérance. Là, nous, ça va être rangé et on va mettre justement les objets à part, si des fois on avait une possibilité. Après,
la propriété intellectuelle de la bibliographie appartient aussi à Marion, donc ce n'est pas que dépositaire, mais je pense que la configuration des maisons Marion peut tout à fait être mobile en fonction de l'espace. Moi, s'adapter. Quand j'ai eu l'idée de cette exposition et son dispositif, m'a paru, je pensais à la carte des Cévennes, je me disais, il y a des gens quand même qui sont loin, et je me disais, ça serait super de pouvoir amener cette exposition ailleurs et la faire voyager. Et en fait, je pense que la simplicité, elle est très simple, elle permettait ça. Donc, effectivement, quand on a fait des plans d'exé, on a pensé à ce que ces boîtes soient démontables, transportables. C'est pas un dispositif compliqué et elle est complètement itinérable. Voilà. Et un simple hall peut suffire. Hein. Il faut de l'espace quand même. Hein. Oui, après, voilà, il faut quand même toujours. Tout n'est pas fait. Hein. Une fois qu'on a des boîtes, il faut savoir les mettre. Enfin, il faut savoir les placer au bon endroit. Et puis voilà, il y a toujours. Il y a toujours aussi des contextes de hauteur sous plafond, d'éclairage, d'arrivée électrique pour pouvoir faire cheminer la technique et tout ça. Donc c'est pas si simple. Et puis il y a tout le travail de la mise en scène des œuvres, du soclage, etc., qui est un travail fin qui a été réalisé. Éric, le régisseur. Voilà. Éric, le régisseur, c'est un travail. Il n'a pas construit les boîtes, les maisons, mais juste pour vous donner une idée, le soclage, entre le moment où vraiment les objets ont été choisis et le moment où tout a été allumé, éclairé correctement, c'est 6 mois de travail pour lui, parce que quand vous avez par exemple le violon qui sort en lévitation, eh bien non, les pièces ne sont pas en lévitation encore dans les musées, on espère que c'est pour bientôt, mais la technologie ne nous permet pas encore. Chaque pièce de monnaie qui tombe, elle est installée parce que c'est un temps, et puis ensuite il y a un jeu d'équilibre, et autant vous dire qu'avec 4 commissaires d'expo et une scénographe, il a écouté tout le monde, donc il a fallu faire des essais, recommencer, et puis après le travail de l'éclairage. Mais maintenant que tout est bien calé, tout est déjà soplé, il ne faut pas 6 mois pour remonter cette exposition, mais je dirais qu'il faut, si c'est lui qui le fait, il faut bien 15 jours, 3 semaines quand même. C'est un travail, c'est pas anodin. Quand Jean-Noël tout à l'heure disait que c'était aussi, il fallait trouver un lieu et puis une équipe. Effectivement, là, vous avez les têtes pensantes, et derrière, il faut penser qu'il y a quand même effectivement des petites mains. Et nous, notre régisseur, c'est 6 mois de travail d'une personne à temps plein pour cette exposition qu'on a mis à disposition entièrement. Voilà. Donc mais on est vraiment pas déçus par le résultat, évidemment. On est très contents. Puisqu'on en parle, je voudrais profiter pour remercier Eric Coy de ce travail qu'il a réalisé, la façon dont il a réalisé, la façon dont il a été à l'écoute, et avec Mario, et avec tout le monde. Donc, il n'est pas là, mais merci Eric. Je pense qu'aussi dans la même série, il faut souligner le travail des metteurs en son, donc qui ont réalisé la vidéo, mais aussi, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que les sources sonores étaient très disparates du point de vue de la qualité, hein, et que donc il a fallu les mettre bout à bout, et aussi faire un travail de conception sonore assez fin, d'égalisation, de travail, pour qu'il y ait plus de montage, d'encodage, pour arriver à qu'il semble que tout sorte de la même source, alors que ce n'est pas du tout le même cas. C'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais ce travail, je ne l'ai pas du tout mené toute seule, loin de là. J'ai une équipe qui est constituée d'une graphiste et de Jean-François Santoni, de Thierry Cotin. En fait, Histoire de point de vue, ce sont des partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler et avec qui on fait des grosses expositions, par exemple au Musée des Confluences. En fait, ils ont fait un travail qui allait vraiment bien au-delà de la commande, qui a été un énorme travail. Aussi parce que c'est un musée avec lesquels on a une grosse affinité, il faut le dire. Donc voilà.
Mais il y a eu un travail en audiovisuel qui a été très conséquent, voilà, sur le terrain et aussi en prod, quoi. Voilà. Monsieur ? Oui, s'il advenait que l'exposition se déplace, je suggérerais que le magnifique spectacle d'hier l'accompagne. Ah oui, oui. Alors, Katia. Oui, non, mais les voisins sont très intéressés par l'exposition. Voilà. En Aveyron, on est très attentif à cette proposition. Et après, c'est des questions d'espace, de surface, de techniques, de possibilités qu'il faut envisager et voir dans quelle mesure on peut résoudre. Mais le pendant Rossenard, est juste là à porter la main, en fait, parce que ça fait vraiment sens de réfléchir aussi à ça. Alors, on peut tous applaudir Marion qui a sauvé sa tête ce matin, et puis on peut également complimenter les auteurs de ce pesant ouvrage. Bon appétit à tout le monde.